l'Ordre des architectes d'Alsace. Et on organise avec l'école d'architecture et le syndicat local ces petites conférences depuis 5 ou 6 ans. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer aux étudiants en architecture que, en faisant ces belles études à l'ENSAS, voire à l'INSA, pas très loin d'ici, on ne se destine pas forcément à être architecte en agence de manière classique, mais on peut prétendre à plein de professions différentes. Donc la semaine dernière, nous avons eu quelqu'un qui est passé par l'école d'architecture de Strasbourg et qui maintenant travaille comme chargé de mission pour le CAIE, le Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Du Bas-Rhin. On a vu qui d'ailleurs? On a vu quelqu'un d'autre. On a vu Mario Dilstock qui travaille pour une assurance et qui est donc architecte expert pour l'assurance qui s'occupe que de construction. Et on a vu Yves Grosse qui est architecte auprès de la communauté de communes de Haguenau. Voilà, donc être architecte, c'est effectivement avoir d'abord fait des études d'architecture, mais c'est aussi un titre. Et pour travailler, on n'est pas obligé d'avoir forcément le titre. Si tu as besoin de faire de la conception, puis après de réaliser tes projets, tu as besoin d'être inscrite à l'ordre, et à ce moment-là, on t'appellera architecte. Mais si tu te destines à être urbaniste, à être chargé de mission en CAE, tu peux t'inscrire à l'ordre, porter le titre, mais c'est pas une obligation. Donc voilà. Et ensuite, donc ça c'est le rôle. Donc très rapidement, le rôle de l'ordre, c'est de contrôler la profession, en fait, pour protéger et faire rayonner l'architecture et protéger les maîtres d'ouvrage, donc les clients. Et parallèlement à ça, on a les syndicats qui, eux, sont comme tout syndicat, y compris syndicat. Alors ça, c'est un syndicat d'employeurs, l'UA, mais comme tout syndicat, que ce soit FO, etc., qui sont plus des syndicats d'employés, eux sont là pour protéger la personne, l'architecte. Voilà, c'est un peu les deux différences. Et donc aujourd'hui, on est ravis d'avoir Michel Fox qui est passé par ici. Je vais pas, c'est toi qui vas nous parler toi-même de ton parcours et qui exerce de manière complètement différente encore de ce qu'on peut s'imaginer. Merci beaucoup, je vais prendre le relais. Donc j'ai beaucoup de chance parce que je vais introduire Michel Fox. Michel est donc architecte DPLG, diplômé de cette école en 94 du coup, donc c'est un ancien qu'on accueille, donc c'est vraiment génial. Et il a un profil un peu atypique parce que alors que les architectes ont tendance à travailler l'espace du vide par le plein, lui c'est très tôt apparemment, il va nous le montrer, intéressé à la question du vide et à sa qualification, puisque même dès ses études, il a travaillé pour le cabinet de paysage d'Alfred Peter pendant très longtemps. Aujourd'hui, Michel est à son compte. Il est en train de constituer un dossier de validation des acquis et des expériences auprès de l'école du patrimoine, du paysage de Versailles, dans le but d'obtenir le titre de paysagiste concepteur et ainsi cumuler les deux, architecte DPLG et paysagiste concepteur du coup. Michel, je ne vais pas en dire plus, tu vas nous montrer tout ça avec des projets. Bonne conférence. Tout à fait. Et merci. Bien, donc merci deux personnes qui sont arrivées là d'être venues pour assister à ma petite présentation du métier d'architecte paysagiste ou de mon expérience, de mon parcours d'architecte paysagiste, comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce qui m'a fait tomber dans ce métier-là. Et ça remonte assez loin, donc c'est pour ça que ça remonte à la petite enfance, puisque quand on réfléchit un peu quand on porte un regard sur son parcours, finalement je m'aperçois que dès mon plus jeune âge, il y a des signes qui indiquaient déjà que j'étais
prédestiné pour travailler plutôt dans l'aménagement extérieur, dans le paysage, plutôt qu'en architecture. Même si, voilà, à un moment donné, j'ai atterri à l'école d'architecture de Strasbourg. Voilà, je vais vous montrer comment je suis finalement arrivé dans le métier d'architecte paysagiste. Donc, tout commence effectivement au jardin. Le jardin dans lequel j'ai passé une grande partie de mon enfance. Chez mes grands-parents, un jardin donc on partageait mes parents et mes grands-parents. Donc c'est une photo d'époque quand même, parce que voilà, pour expliquer que au jardin, les grands événements, les événements les plus importants se passaient au jardin. Donc là, c'était des fiançailles de mes parents auprès de mes grands-parents. Voilà, après c'est tous les Pâques, on allait chercher les œufs qui avaient déposé les lapins dans le jardin, donc avec mes sœurs. Mes grands-parents avaient des vergers aussi, donc régulièrement, selon les saisons, quand il s'agissait d'aller à la cueillette des poires, des pommes, des mûres, des quetchs, et bien toute la famille se déplaçait au verger à Gressvillers et on faisait ça en famille. Donc les choses se faisaient comme ça, par transmission des grands-parents aux parents, aux petits-enfants. Voilà, il y avait aussi un petit peu de travail manuel. C'était pas uniquement récolter les fruits et les manger, les apprécier. Il fallait aussi s'occuper un peu, faire de fauche, entretenir le verger, le potager. Et voilà, donc tous les jours, quand le temps le permettait, on s'y retrouvait et on mangeait, on déjeunait, on y faisait les 4 heures et on profitait de l'ombre du mirabellier et des bonnes odeurs des rosiers. Voilà. Passion que j'ai transmise à mon fils aussi, qui appréciait lui aussi d'aller cueillir des tomates directement et de croquer dedans dans le jardin. Voilà, mis à part donc le jardin que je pratiquais régulièrement tous les jours après l'école. Mon grand-père m'apprenait à m'en occuper, à biner, à arroser, à planter, à tailler. J'ai également fait un court séjour chez des agriculteurs, donc qui plantaient du tabac. Donc quand j'avais 14-15 ans, avec un copain, on est allé travailler la terre, participer à la récolte du tabac. À Kersfeld, donc pas loin d'ici. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir un contact un peu plus important avec le sol, donc le travail avec la terre, avec cette terre nourricière. Grâce à mes parents, j'ai également été amené à découvrir des paysages très, très divers et variés. Et voilà, donc j'ai été à la rencontre des paysages, que ce soit dans les Vosges, en forêt noire. On allait régulièrement faire des promenades. Donc le petit jeune homme là qui est en train de tirer les 2 grands adultes, c'est moi, d'un pas déterminé. Donc ça m'a ouvert l'esprit, le regard, on va dire, vers à des perspectives diverses, à appréhender la pente, les horizons divers. Là par exemple, c'est la Grande Motte en construction. Donc c'est cette image, elle me plaît bien parce qu'il y a ce rapport très direct entre la nature environnante, donc de bord de mer, du littoral, et les bâtiments, donc en construction là encore, très, très direct, brut.
et qui peut être une forme de communication entre l'architecture et son environnement. Là on voit c'est la Grande Motte mais vue de loin, donc on a cette skyline qui à un moment donné est apparue, qui n'existait pas avant les années 60 et qui du jour au lendemain est apparue là, et qui a quand même une très très forte présence, et qui masque ou qui met en second plan quasiment la tour de l'église qui devait exister ici à côté depuis bien plus longtemps. Voilà des horizons d'hiver, là, des vacances en Auvergne, donc là c'est un peu différent de la Côte d'Azur, de la Grande Motte. Là des petits séjours en Autriche, donc dans le Vorarlberg. Ce que je disais, c'est que je crois que demain il y a une exposition au CAE justement qui va parler de l'architecture, alors peut-être plus moderne que celle-là. Ça c'est un chalet qui date du 18e. Et voilà, mais donc qui m'a ouvert voilà, l'esprit là, qui m'a permis de changer de point de vue aussi par rapport à l'Alsace. Donc là toujours le Vorarlberg, donc ces pentes qui étaient nos terrains de jeu dans notre enfance à moi et mes sœurs. Voilà, ça m'a permis de varier les plaisirs et de mieux cerner l'environnement et les différentes échelles de notre environnement. Ici dans des vergers en forêt noire, environnement un petit peu différent de la partie alsacienne, où autour des villages on retrouve un peu moins de vergers, contrairement à la partie allemande. Pourtant on fait partie du même bassin rhénan, mais voilà, les politiques, les approches, l'économie est légèrement différente en Allemagne. Ce qui donne du coup des paysages autour des villages, ou des paysages en Piémont légèrement différents côté forêt noire que côté Vosges. Voilà, donc tout ça pour dire également que j'ai besoin de pénétrer les lieux, de ressentir les paysages, non pas uniquement de les regarder dans des bibliothèques, dans des livres ou dans des reportages télé, mais voilà, j'ai toujours eu besoin de les parcourir, que ce soit à pied, en courant, voilà, en faisant un peu d'escalade, mais pour les ressentir. Donc là, pareil, cette image que j'aime bien parce qu'on lit bien la pente. Donc parcourir les différents paysages de différentes manières. Donc à pied, à vélo. Là c'est la plaine alsacienne entre Strasbourg et la Vandenau, que je parcourais tous les jours pendant une bonne dizaine d'années jusqu'à il y a peu. La forêt noire, donc le paysage, ce parcours, j'aime bien le parcourir aussi de toutes les saisons, par toutes les saisons. Là c'est en ski de fond, donc toujours pour avoir ce rapport au vivant et aux saisons qui rythment notre vie. Voilà, en canoë aussi. Donc là on est sur l'Ar qui parcourt Strasbourg. J'ai également un regard assez particulier pour tout ce qui a trait au sol, la géographie, la géologie, donc le socle sur lequel les territoires sont ancrés, qui forment finalement les paysages. Ici c'est en Crète, donc on voit ce terrain chahuté à un moment donné et le rapport à l'horizon en second plan.
autre paysage, donc là on est sur la Riviera belge, où on a cet horizon à perte de vue et les bâtiments, donc un rapport très brutal mais clair, on va dire, entre l'architecture et le paysage, mais les deux finalement dialoguent. Alors parcourir les paysages régulièrement, ça permet aussi d'être confronté à des phénomènes météo. Donc là, on est côté forêt noire et ce qui peut se produire de temps en temps, c'est que la plaine rhénane soit complètement prise sous une couche de nuages. Et ce qui est très très beau, du coup, on voit au fond les Vosges, mais ça donne une mer de nuages comme ça qui donne un côté très paysage japonais, apaisant. Voilà, ici des stigmates de la tempête Lothar de 99. Qui montre que voilà, qui permet de régénérer les biotopes, parce qu'on voit que voilà, certains arbres ont été maltraités, ne sont pas repartis, mais d'autres au sol, il y a une végétation, une nouvelle végétation qui est partie naturellement et qui va reprendre le dessus au fur et à mesure. Là, ça fait une douzaine d'années, je crois, que la tempête est passée. À droite, bon, c'est l'île suite à des inondations subites, suite à un gros orage. Donc on voit que l'île a pris une belle couleur café au lait. Là, quelque chose auquel j'ai été confronté aussi et qui fait partie du paysage et qui montre que finalement les éléments naturels prendront toujours le dessus. Là on a un cabanon qui a été construit visiblement bien trop proche du littoral et le propriétaire là qui a construit une digue, mais c'est une fuite en avant parce que plus il construit de digues et plus la plage autour va disparaître et il va finir par finalement se retrouver mangé par les éléments. Mais tout ça parce qu'à un moment donné, on a supprimé la dune qui se trouvait à l'arrière de la plage et qui permettait à la plage de se recharger ou de vivre naturellement toute seule. Et voilà. Donc là, je vous ai parlé un peu de mon parcours dans la petite enfance, comment j'en suis arrivé à aimer finalement le paysage, la nature. Et depuis le plus jeune âge aussi, j'ai aussi aimé dessiner, parce que le paysage, bon, c'est bien de le parcourir, mais ensuite j'ai aussi aimé le représenter, le dessiner. Donc d'abord simplement pour essayer de le représenter au mieux, au plus proche de la réalité. Là j'ai d'autres dessins que j'ai fait au collège et qui montraient peut-être que j'avais déjà une petite fibre, une sensibilité à la question de nos déchets, au rapport de notre impact sur la planète. Voilà quelques dessins que j'ai repris toujours du collège ou du lycée. Voilà, un paysage hivernal avec un train. Alors peut-être, voilà, pareil là aussi, peut-être que j'avais déjà un intérêt pour les modes de déplacement, les transports en commun sur rail. Quelques dessins du lycée qui m'ont amené après le baccalauréat. J'ai fait un baccalauréat série B, donc sciences économiques, quelque chose d'assez neutre finalement, mais qui m'ont donné ne me plaisait plus du tout. Et du coup, je me suis dit que je voulais faire quelque chose, des études dans lesquelles il y aurait du dessin, du paysage, de la représentation, enfin de la conception,
Et j'ai hésité à ce moment-là avec l'école du paysage de Versailles, l'école d'architecture et l'école des arts plastiques au Palais du Rhin. Et puis finalement, donc pour des questions de facilité, de contraintes familiales, je me suis plutôt orienté vers l'école d'architecture de Strasbourg, comme il n'y avait pas d'école du paysage, mais parce que voilà, je m'étais renseigné, puis on m'avait dit que la question du paysage, enfin de la grande échelle serait également proposée, serait également traitée, enseignée à l'école d'architecture. Donc voilà, donc là on va parler des années à l'école d'architecture où on faisait pas mal de dessins, parce que là encore le dessin est assez important. Je ne sais pas comment ça se passe actuellement, s'il y a toujours beaucoup de dessins ou si c'est plutôt orienté vers le dessin en informatique. Mais c'est vrai que l'outil, le dessin à la main est assez important, parce que c'est pas l'ordinateur qui le fait à notre place quand même. Donc voilà quelques dessins d'à l'époque qui montrent que voilà, j'étais toujours plutôt orienté vers l'approche du grand territoire, de la grande échelle, des espaces ouverts, des espaces extérieurs. Voilà un dessin qui montre que à l'époque on avait des grandes planches comme ça à composer, donc il fallait le faire avant de commencer à dessiner, parce qu'une fois qu'on avait commencé à dessiner, on ne pouvait plus retoucher avec Photoshop ou en informatique, et d'abord poser les éléments sur la planche et ensuite les représenter. Alors à l'école d'architecture, on a fait plusieurs voyages, dont un voyage à Berlin. Quelques mois d'ailleurs après la chute du mur, ce qui était du coup assez impressionnant, parce qu'on était confronté à un moment donné pour de vrai cette fois à une situation de cloisonnement physique qu'on n'a pas l'habitude forcément de connaître. Berlin, sa situation était quand même assez exceptionnelle. Mais ça nous a permis de voir que finalement on y était aux alentours du 1er mai. Donc en Allemagne, le 1er mai c'est une institution, c'est le moment où c'est la fête, où on manifeste, etc. Et Berlin, le 1er mai, que ce soit à l'est ou à l'ouest, c'était la fête. Tout le monde, voilà, il y avait des défilés sur des podiums côté ouest et côté est. Donc c'était assez déstabilisant. Là après, côté est, on est un peu sur une période, on a l'impression que le temps à un moment donné s'est arrêté. On a fait également un voyage au Tessin, ce qui a permis de voir quelques réalisations d'architectes, bons architectes tessinois, qui ont un rapport au paysage assez important, dont Luigi Snoddy. J'ai vu qu'il y avait une maquette là dehors de la Villa Kallman, c'est assez drôle. Donc Luigi Snoddy, voilà, qui a ce rapport au paysage assez direct. L'architecture pour lui fait partie du paysage, et le paysage fait partie de l'architecture aussi. Le paysage est donné à voir à travers son architecture et la manière dont il conçoit les espaces intérieur, extérieur, manière dont l'intérieur-extérieur se dessine. Je voulais vous parler également de cet atelier que j'ai suivi et qui m'a permis de découvrir une façon de projeter le paysage à travers l'architecture. Donc c'était un atelier où j'ai été très marqué par ce site. Avec les murs de soutènement des vignes là, sur les hauteurs de Kaysersberg. Donc ces murs de soutènement qui ont sous-tendu finalement mon projet, qui a consisté à inscrire donc des ateliers d'artistes dans cette logique des murs de soutènement, qui ont finalement fini par constituer le paysage, faire partie de ce paysage très spécifique de Coteaux,
de manière à les fondre. Et donc en partant de ce mur de soutènement, voilà, les murs de soutènement extérieurs ont formé l'espace intérieur et ont formé des continuités et des transparences entre l'intérieur et l'extérieur. Donc et des communications, des relations assez directes entre l'architecture et le paysage environnant. Mon diplôme de fin d'études, donc que j'ai choisi de faire sur un site assez éloigné. Donc là c'est à Biarritz, donc un terrain que j'ai choisi finalement suite à des vacances que j'ai passées là-bas. Histoire de voir toujours dans ma recherche d'être confronté à d'autres lieux, d'autres paysages, d'autres sujets, d'autres problématiques. Là, il y a la question du littoral, du rapport à l'océan, du rapport à l'érosion du trait de côte. Il y a la question de la banalisation des territoires aussi que j'ai traité là-dedans, l'image de la nature en milieu urbain, le paysage urbain et le rapport que peut entretenir la ville avec la géographie, pour éviter la banalisation des territoires qu'on a trop souvent l'habitude de voir. Comment partir donc de la géographie pour développer une architecture, des quartiers, une ville qui soit ancrée dans la topographie, dans la géographie du lieu. Et donc former un paysage bien spécifique, bien particulier, qu'on ne va pas trouver ni à Strasbourg, ni à Lille, ni à Marseille. Voilà, donc là je vais vous parler un peu de mon travail chez Alfred Peter, donc paysagiste à Strasbourg, chez qui j'ai également travaillé, donc comme le disait Lionel, à côté de mes études, puisqu'à l'époque l'agence se situait au 12 boulevard Wilson, donc juste à côté, là dans la petite cour A de ce côté, dans la petite cour intérieure là. Et du coup, voilà, moi j'avais besoin de travailler et du coup j'ai vu qu'il y avait un paysagiste à côté, donc j'ai sonné à la porte, j'ai dit voilà, bonjour, j'aimerais bien travailler chez vous. Et donc c'est comme ça que l'histoire a un peu commencé. Donc parallèlement à mes études à l'école d'architecture, je travaillais déjà soit chez Alfred Peter ou un autre paysagiste, Jérôme Jeannequin. Donc d'où peut-être aussi le fait que mon diplôme de fin d'études soit assez orienté paysage et que je ne sois pas rentré trop dans le détail non plus de l'architecture. D'ailleurs mon directeur de thèse, de projet, était un petit peu frustré de ce point de vue-là parce que je suis resté plutôt sur la grande échelle, les espaces extérieurs, la constitution de la ville et de l'urbanité, plutôt que de rentrer vraiment dans les maisons, dans les appartements, etc. Mais voilà, c'était plutôt mon souhait de travailler plutôt sur cette échelle-là. Voilà, donc je vais vous parler de différents projets sur lesquels j'ai travaillé chez Alfred Peter, qui ont abordé différentes échelles. Donc j'ai pu réfléchir à différentes échelles, de la plus petite à la plus grande. Mais sur les projets, dans les projets, il y avait toujours la question des mobilités, donc que ce soit à pied, à vélo, les transports en commun. Il y avait toujours ce rapport entre la question de la mobilité en ville et l'aménagement, et l'espace, et le paysage, et l'espace urbain. Donc là, par exemple, des projets plutôt de petite échelle, sur lesquels donc il y était des études, des propositions d'aménagement, donc pour la vallée de Kaisersberg, un petit aménagement dans la commune de Fréland,
qui consistait à apaiser et à aménager avec de petits moyens. Donc là, grosso modo, le budget était de 30 000 euros. Sans forcément refaire toute la commune, mais voilà, en implantant des bacs à fleurs, des arbres en pot, quelques bancs, les disposer de manière à changer complètement l'espace et à en permettre un usage différent. Donc là, par exemple, c'était devant un groupe scolaire, devant lequel il y avait un parking, et donc forcément les élèves n'avaient pas d'espace de transition finalement en arrivant et en repartant de l'école, et ce qui posait un peu des problèmes de sécurité également pour les élèves. Donc voilà, une échelle de réflexion assez petite, mais intéressante. Kaisersberg, la rue des Tilleuls, donc là pareil, toujours dans l'idée de réaménager la rue dans laquelle il y a des problèmes de vitesse des véhicules qui chantaient la route principale quand elle était bouchonnée. Ils passaient par la rue des Tilleuls, dans laquelle il y a des groupes scolaires, une cantine, etc. Donc il fallait apaiser cette rue sans forcément de gros moyens. Donc en haut, la rue telle qu'elle existait, avec une chaussée très large, linéaire. La proposition qu'on a faite ici, en essayant de casser cette linéarité pour faire ralentir les véhicules, les dissuader de faire le shunt, et aménager des espaces de jeu et de détente pour les parents ou les élèves du secteur. Et en bas à gauche, donc les aménagements tels qu'ils ont été réalisés quelques années après par la commune. Donc on voit qu'ils n'ont pas totalement fait pareil que ce qu'on avait dessiné, mais c'était pas non plus le but. L'idée, c'était de leur donner une idée, de leur donner des outils pour arriver à l'objectif qui s'était fixé. Là, on va changer d'échelle, donc on va parler tramway. Donc les tramways sur lesquels j'ai beaucoup travaillé donc chez Alfred Peter, parce qu'on a réalisé les aménagements, l'intégration urbaine et paysagère de toutes les lignes de tramway de Strasbourg, donc les 65 km d'infrastructure du réseau tramway strasbourgeois. Pour ça, quand on aborde un projet d'aménagement extérieur ou de réaménagement urbain, il est intéressant de s'appuyer sur des caractéristiques géographiques, topographiques. Et là, en l'occurrence, Strasbourg, mais qu'est-ce qui caractérise Strasbourg? C'est le Rhin, c'est l'Ill, c'est l'Ars, c'est tous ces canaux qui parcourent le territoire. Des anciens bras du Rhin, puisque le Rhin a été canalisé, mais il reste dans les forêts au nord et au sud des bras morts, plus ou moins morts d'ailleurs, parce qu'il y a quand même de la vie dans ces bras. La nappe phréatique qui n'est pas très loin, à certains endroits elle est même très proche, donc parce que pendant les travaux on la trouvait pas très loin. Là c'était un local technique enterré qu'on a réalisé dans le cadre du tramway, et voilà, on voit que la nappe phréatique avec sa belle couleur était à moins de 2 mètres. Voilà, donc à partir de ces caractéristiques là, le tramway s'est attaché à révéler ces caractéristiques. Donc c'est pour ça que j'appelle ça les tramways ont été à un moment donné des révélateurs de la géographie. Là c'est le quai Bévin sur lesquels on a fait passer le tramway accompagné d'une voie verte pour les cyclistes, les piétons. Avant il y avait de la circulation automobile, mais du coup ça a permis aux Strasbourgeois et aux autres usagers de se réapproprier les berges, les quais, et de redécouvrir
les canaux, tous les cours d'eau qui parcourent Strasbourg. Là, on est sur l'île avec la station sur le pont Royal. À la Bourse, à gauche, ou à droite, la station Rive de l'Ar, en bord de l'Ar. Là, on n'est pas à Strasbourg, mais on est à Marseille, donc puisqu'on a travaillé, j'ai eu la chance de travailler sur l'intégration urbaine du tramway de Marseille. Donc là, en l'occurrence, les dispositifs d'aménagement paysager qu'on a mis en place. Donc des murs en gabion en pierre calcaire, la pierre qu'on trouve partout à Marseille, pour révéler la topographie du lieu, donc qui est quand même très collinaire à Marseille. Et là encore un autre projet, alors c'est pas du tramway, c'est du bus à haut niveau de service, c'est à Dunkerque. On voit en haut à gauche un canal, un ancien canal, le canal de Mardic, qui a été quasiment recouvert par une 4 voies, donc une voie rapide qui permet d'accéder à Dunkerque. Et donc dans notre projet de requalification, de réaménagement et de redéploiement du réseau bus, on a proposé de valoriser ce canal qui finalement n'était plus qu'une sorte de caniveau entre guillemets, enfin d'un délaissé qui recevait toutes les eaux de pluie de la 4 voies. Et d'en faire profiter les piétons et les cyclistes. Voilà, donc les tramways, révélateurs et catalyseurs de géographie permettent d'aménager la ville, mais pour bien faire, c'est un objet technique qu'il faut bien comprendre. Et c'est assez complexe, donc il m'a fallu quelques années pour tout bien comprendre, et de manière à ce que le travail du paysagiste puisse se faire et garantir une certaine ligne, une ligne architecturale du projet. Donc voilà quelques photos pour montrer que en dessous des rails, il y a toute une technique, il y a des domaines, des disciplines très diverses. Voilà, il y a des réseaux, il y a des rails, il y a de l'alimentation électrique, il y a des ouvrages. Pour faire une plateforme engazonnée, il faut de l'arrosage. Étant donné qu'il y a du béton sous les rails, on n'a plus qu'une petite couche de 18 cm pour mettre un mélange terreux, donc il a fallu développer un mélange spécifique suffisamment riche pour que le gazon puisse y pousser. Il faut l'arroser évidemment, donc pour obtenir un gazon qui vit bien depuis plus de 20 ans, et qui a permis aussi de donner une image très qualitative et d'amélioration de l'environnement urbain au moment où les tramways ont été réintroduits, donc dans les années 90, puisque dans les années 60 ils ont été supprimés dans quasiment toutes les villes en France. Donc la réintroduction des tramways dans les années 90 devait être accompagnée d'une image de qualité de vie urbaine, paysagère, de modernité aussi, et ce que devaient donc les aménagements paysagers devaient répondre à cet impératif. Voilà, donc il y a des supports de ligne qui ont été adaptés à chaque configuration, à chaque rue. Donc une appréhension des problèmes techniques pour faire en sorte que ces aspects techniques des tramways ne prennent pas le dessus, et qu'on ne se noie pas dans des questions techniques,
mais que la technique finalement soit au service d'un projet paysager, d'un projet d'aménagement, et faire en sorte qu'ensuite chaque élément technique ait sa place dans le projet paysager. Voilà, des locaux techniques également qui doivent trouver leur place dans l'aménagement global. Des aménagements qui doivent être accessibles, qui devaient permettre à tout le monde d'accéder au transport en commun. Donc le tramway de Strasbourg était le premier tramway à avoir un plancher intégralement bas, de manière à ce que les personnes à mobilité réduite puissent y accéder, les mamans avec leurs poussettes également, de manière à ce que depuis le quai, on puisse rentrer dans les tramways. Puisqu'avant, il faut se rappeler que c'était des bus, qu'il fallait monter 3-4 marches et que c'était vraiment... en fauteuil roulant, c'était impossible quasiment. Donc les tramways, c'était vraiment une révolution de ce point de vue-là, du point de vue de l'accessibilité pour tous. Alors voilà, quelques images rapidement pour vous. Je vais faire défiler parce que je crois que l'heure tourne. On va faire défiler assez rapidement. Donc l'arrivée des tramways à Strasbourg, ça a été aussi l'occasion d'un rééquilibrage des modes de déplacement, puisque jusque dans les années 90 finalement, 90% de l'espace public était dédié à l'automobile. Ce qu'on voit un peu ici à Haute-Pierre, en haut à gauche, on avait même des voiries en forme d'hexagone qui permettaient de circuler. On s'y perdait d'ailleurs assez régulièrement quand on n'était pas habitué. Donc les tramways, ça a été l'occasion de refaire des rues normales, entre guillemets, avec de la place pour tous, des trottoirs suffisamment larges, confortables, des pistes cyclables, des trottoirs plantés pour apporter de l'ombre, qui sont de manière à climatiser les trottoirs, l'espace public en été par forte chaleur. Voilà, donc on voit bien ce qu'a permis de faire le tramway à l'époque. Donc en haut à gauche, hein, toujours, on avait des trottoirs assez étroits en plein centre-ville. Il faut se dire qu'à l'époque, on pouvait traverser le centre-ville en voiture de part en part. Mais on ne pouvait plus continuer comme ça. Les rues étaient bouchées, c'était pollué, et vraiment très désagréable en tant que piéton et encore moins en tant que cycliste. Donc il y a eu une forte volonté à l'époque de la part de Catherine Trottmann, la maire de Strasbourg, dans les années 90, pour faire en sorte que le tramway change la ville et apporte de la qualité au centre-ville qui ne pouvait plus, qui étouffait sous la voiture, sous la pollution de la voiture. Voilà, donc la place de l'homme de fer. Il y a cours ici dans 5 minutes. Pardon ? Alors, il y a cours ici dans 5 minutes. Donc si tu veux conclure éventuellement, et puis je pense qu'il y a une ou deux questions. Oui, alors je vais vous parler puisqu'on parlait des projets de différentes échelles, peut-être dans le cadre du tramway, donc des aménagements du tramway à Strasbourg, on a eu l'occasion aussi de travailler sur une échelle un peu plus vaste, dans le cadre de l'aménagement du schéma directeur des deux rives, donc avec Bernard Reichen, architecte urbaniste. Et donc là, c'était une situation assez inédite, puisque là, le tramway a été la colonne vertébrale du développement d'un nouveau morceau de ville finalement, parce que jusque de tout temps, voilà, le tramway s'est inséré dans des rues existantes, et là, on a eu l'occasion de développer une nouvelle ville à partir du tramway qui allait définir un certain tracé, des différents types d'ambiance de ville, positionner les stations, relier les différents quartiers entre eux grâce à cette ligne de tramway, développer des lieux urbains, des lieux centraux avec des services, des commerces, donc ce qu'on voit ici en jaune. Donc il y a le quartier de la Citadelle, Starlet, le port du Rhin, etc.
Donc le tramway est devenu une sorte de le fil conducteur de ces nouveaux quartiers. Et donc c'est un travail qui a été très intéressant, très enrichissant, de manière à ce que où chacun, l'architecture, le paysage se sont nourris, se sont complétés pour arriver à un schéma directeur de développement de tous ces quartiers entre Strasbourg et Kehl. Voilà donc quelques images pour montrer. Voilà, donc après on a pu travailler aussi à La Réunion. Développer un tram-train pour résoudre aussi des questions d'engorgement de la circulation qu'il y a eu là-bas. Donc on s'est imprégné des spécificités de la végétation, de la géographie réunionnaise pour faire un projet réunionnais avec des matériaux, des végétaux réunionnais, apporter une solution efficace et locale. Voilà. Et là aussi on a travaillé avec Bernard Reichen pour développer une nouvelle ville, une écocité, parce que La Réunion a une démographie galopante. Donc on a développé une proposition de ville nouvelle à la montagne, desservie par le tram-train. Donc ce qui n'aurait pas été forcément possible avec des nouvelles infrastructures routières, mais grâce au tram-train, des tunnels, etc., des aménagements, cette nouvelle ville était reliée au reste à Saint-Denis, au reste des communes environnantes, au reste de l'île, grâce au transport en commun, sans forcément surcharger le réseau routier qui, lorsqu'il y a des événements climatiques à La Réunion, sont complètement surchargés, les routes sont coupées, etc. Voilà, alors je vais peut-être m'arrêter là. Voilà, on est intervenu aussi sur des sites naturels, patrimoniaux. Là, on est entre Sète et Marseillan, donc une bande de sable avec des vignes sur lesquelles on est intervenu pour protéger durablement ce lido dont la plage régressait également d'année en année depuis une trentaine d'années. Et pourquoi ? Parce qu'une route a été construite trop proche de la plage. Donc la dune a été supprimée, la dune qui servait à recharger naturellement la plage, et forcément plus de stock, hop, la plage disparaît petit à petit. Donc on a recréé une dune, une voie verte à la place de la route, et la route on l'a déplacée le long de la voie ferrée, de manière à regrouper les infrastructures, les nuisances, et on a positionné des parcs de stationnement bien localisés, parce que là aussi c'était l'anarchie, les voitures se garaient partout dans les dunes, ce qui n'améliorait pas la qualité et la possibilité de préserver ce milieu naturel. En fait, tu boucles un peu la boucle avec ton image de départ avec le cabanon au bord de la plage. Et tu reviens un peu aux mêmes arguments, c'est intéressant. Un peu, c'est ça. Finalement, j'ai trouvé une solution. Enfin, on a trouvé une solution avec Alfred Peter à l'érosion inéluctable du littoral méditerranéen. En fait, ça m'amène à poser une question. En fait, déjà à faire une remarque, parce que j'ai l'impression que quand on parle d'architecture, le but c'est la protection notamment. Et si on s'arrête à l'architecture et à la construction, on est sur de la résistance. Et j'ai l'impression que quand tu parles de paysage, tu parles plus d'accompagnement et de gestion du vivant. Ouais. Ce qu'on fait pas quand ce qu'on fait en partie quand on fait de l'architecture, mais de manière beaucoup plus anecdotique. Ouais. Ouais. Et donc je trouve que là, je note vraiment que c'est la grosse différence. Ouais. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui ressortait beaucoup de tes dessins au début, où on voit bien que quand tu dessinais, même quand tu étais ado, tu as une espèce de recherche de la ligne de force, des contrastes, des choses comme ça. Donc moi, ça m'étonne pas finalement que ce soit ça ton parcours.
Est-ce que si tu n'avais pas fait une école d'architecture, tu serais arrivé à là où tu en es maintenant? Et en faisant quoi? En passant par quelles études éventuellement? Ou vraiment tu penses que l'école d'architecture c'était un bon passage au moins à un moment donné? Alors l'école d'architecture était un très bon passage pour en arriver là. Je pense que, comme dit, à un moment donné, j'ai hésité avec l'école du paysage de Versailles, mais voilà, géographiquement, c'était pas faisable. Donc j'ai choisi l'école d'architecture, mais qui m'a permis d'arriver où je voulais. Alors peut-être que si j'avais fait une autre école, je serais peut-être aussi arrivé là, mais et encore, c'est pas sûr, parce qu'à l'école d'architecture, on nous forme quand même à porter un regard sur notre environnement. Proche, lointain, à concevoir, à lire les espaces, à concevoir des aménagements, à concevoir des quartiers, des villes, des morceaux de vie, des lieux de vie, voilà, qu'ils soient urbains ou périurbains. Comme tu disais, effectivement, la différence entre le paysagiste et l'architecte, c'est que le paysagiste travaille peut-être plus avec le vivant. Et si on prend l'exemple du littoral, effectivement, le vivant ou le naturel aura toujours le dessus. Voilà, si ça sert à rien de lutter contre, il vaut mieux faire avec, accepter l'évolution, accepter le fait qu'il y ait des saisons, il y ait des marées, qu'il y ait des tempêtes, que le végétal a besoin d'eau. Mais qu'il est toujours présent, il est toujours en veille. Alors, quand j'étais à La Réunion, j'ai été surpris par le fait que là-bas tout pousse. Vous jetez une graine par terre, elle finit par pousser parce que le sol est tellement riche et les conditions météo sont si favorables au végétal qu'il n'y a pas besoin de grand chose finalement pour qu'on arrive à une végétation luxuriante à La Réunion. Bah écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si voilà. Vous avez des questions peut-être? Donc bonjour. Oui. Bonjour. Merci, parce que ça me conforte un peu moi je me demande en fait je suis arrivée là parce que j'ai vu le métier d'architecte et j'ai eu envie d'être architecte et finalement je me retrouve que dans l'atelier d'urbanisme et donc ça me rassure parce que en fait je voyais pas de solution. Mais tu t'es dit je suis le vilain petit canard, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Je suis toute seule. Un peu ça, mais du coup c'est plutôt rassurant et de voir aussi les orientations qu'on peut obtenir derrière quoi. Ouais. Donc merci. Bah de rien. Ouais, juste pour terminer un petit peu, on discutait avant je parle bien dans le micro. Hein. On parlait des différences entre le métier d'architecte et le métier de paysagiste. Alors je ne sais pas s'il faut parler de différence parce que les deux sont complémentaires, se croisent, se recouvrent sur certains projets. Dans la ville, architecture et paysage font partie des mêmes lieux. Par contre, voilà, l'architecte paysagiste, selon l'échelle de réflexion, pour le qualifier, parce que quand je dis que je suis architecte paysagiste ou paysagiste, les gens ne comprennent pas toujours et on pense que je suis le jardinier qui plante les thuyas ou les rosiers et qui entretient, qui taille les haies. Donc je dirais que selon l'échelle de réflexion, en fait, le paysagiste, il se situe finalement entre le jardinier et l'urbaniste. Voilà. Bah, c'est moi. Qui t'a fait rire? Oui, à côté.